Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le sillage du renouvellement du partenariat Maroc-France suite à la décision de Paris de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes, les enjeux sont très politiques et les retombées seront intrinsèquement économiques. Peut-on pour autant affirmer qu'il y a un avant et un après 30 juillet 2024 dans les milieux d'affaires marocains et français? Et si tel est le cas, comment cela pourrait se cristalliser sur le terrain et quelle concrétisation de la vision d'un partenariat économique basé sur les intérêts communs et un dialogue d'égal à égal? Enfin, si la France demeure le premier investisseur étranger au Maroc, la concurrence est de plus en plus vive, particulièrement dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Quel avantage compétitif pour les entreprises françaises? Maroc-France, un partenariat d'exception sous le signe de la souveraineté, la prospérité partagée et l'amitié. J'accueille pour le débat de ce soir le président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, think tank marocain spécialisé dans l'étude des enjeux stratégiques du Maroc, Abdelmalek Alaoui, bonsoir. Bonsoir Khadija. Nous avons également avec nous, pour représenter le patronat marocain, le vice-président général de la Confédération générale des entreprises marocaines, Mehdi Tazi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous deux, messieurs, sur ce plateau de cette émission spéciale. Le 10 octobre, Sa Majesté le roi Mohammed VI déclarait devant les élus de la nation, je cite le souverain, « À tous ses amis et partenaires, il nous plaît d'exprimer notre considération pour leur position favorable à la première cause du Maroc. Nous remercions aussi tous les pays qui traitent économiquement et sous forme d'investissement avec les provinces du sud du royaume comme partie intégrante du territoire national. » Fin de la citation royale. Mehdi Tazi, pour le domaine des affaires, peut-on affirmer qu'il y a un avant et un après 30 juillet dans les relations économiques entre le Maroc et la France? Merci pour cette question. Les relations sont évidemment séculaires, aussi d'un point de vue économique. Nous avons un peu plus de 1200 entreprises françaises qui opèrent au Maroc et nous avons de plus en plus d'entreprises marocaines qui opèrent en France. Le nombre, la taille des investissements marocains en France est passée d'environ 300 millions d'euros, donc 3 milliards de dirhams, à 1,5 milliard d'euros en l'espace de 10 ans. Donc on a des relations qui sont là, qui perdurent, qui durent depuis un moment et qui continuent avec toutes les grandes enseignes que vous connaissez françaises au Maroc, mais aussi maintenant marocaines en France, par exemple dans l'agriculture ou encore dans la grande distribution. Donc les relations ont été, disons, freinées pendant un certain temps. Économique aussi, dans le business aussi, vous l'avez senti? Oui, bien sûr. En tant que secteur privé marocain? Bien sûr. Oui. Mais les bases sont là et donc le redémarrage est plus rapide que s'il fallait démarrer de pas grand-chose. Et donc très clairement, on sent une vraie accélération aussi de l'envie depuis la rentrée. Qu'en est-il justement des investissements français dans les provinces du Sud, Mehdi Tazi, et comment ces investissements pourraient, en termes peut-être pas de KPIs, mais en tout cas de leur évolution dans le temps, pourraient prospérer après cette reconnaissance française de la marocanité des provinces sahariennes? Je crois que le premier signal qui avait été donné dans ce sens, bien avant le 30 juillet, c'était, je crois, par le ministre de l'économie qui avait… Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui avait, lors de sa visite, annoncé l'investissement ou l'accompagnement financier d'entreprises françaises dans le Sahara marocain. Et donc c'était un premier signal. Mais c'est un signal économique également. Nos provinces du Sud regorgent de richesses et donnent aux opérateurs économiques dans certains secteurs des avantages comparatifs significatifs. Et donc très clairement, les entreprises françaises dans les secteurs, par exemple dans l'agriculture, ont tout intérêt à aller investir là-bas et s'y installer. Donc, alors après le 30 juillet 2024, Mehdi Tazi, est-ce qu'il y a un soulagement des entreprises françaises ou plutôt du côté marocain? Écoutez, nous, il y a quelques jours, j'étais au MEDEF et très clairement, j'ai senti un engouement et une forme de soulagement de nos partenaires qui sentaient ce redémarrage et ce regain d'attention de notre côté, mais disons des deux côtés, pour le business entre nous deux. Donc on le sent comme un retour d'une amitié forte.
Je vais à présent citer un autre extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI devant les deux chambres du Parlement, le vendredi 10 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement. Ils accompagnent ainsi la dynamique de développement social, économique et culturel qui est à l'œuvre au Sahara marocain et confortent sa position d'axe de communication et d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. Et ils placent aussi le Sahara marocain au cœur des initiatives continentales stratégiques que nous avons lancées, comme le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le processus des États atlantiques africains, ainsi que l'initiative engagée pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Fin de la citation royale. Abdelmalek Alaoui, quel rôle peut jouer la France dans ces projets de grande envergure? Je pense que, évidemment, lorsqu'on écoute les discours royaux, on sait que chaque mot a été pesé au trébuchet. Et le mot essentiel prononcé par le souverain, c'est cette notion d'accompagnement. Et dans le cas d'espèce, beaucoup de commentateurs ont voulu voir dans ce retour, on va dire, à la normale et cette embellie dans les relations, une sorte de marché, de grand deal qui aurait été fait entre le Maroc et la France à l'aune de considérations économiques. Sauf que quand on prend les chiffres sont là, ils ne résistent pas à cet examen. C'est ça. Si on connaît le tempérament et aussi la marque de fabrique de la monarchie marocaine, du roi du Maroc, le Maroc ne fait pas des deals. La France a été présente au Maroc depuis très très longtemps. Ces investissements et ces échanges commerciaux avec le Maroc ont même progressé en 2023 alors que tout le monde parlait de cette crise sourde. Exact. Cette crise sourde, elle est éminemment politique. Les moteurs qui ont poussé Paris à faire évoluer sa position sur la question du Sahara, ils relèvent de deux éléments essentiels. Le premier, c'est qu'il y a eu un pari algérien de la France à un moment. Et ils ont voulu le pousser jusqu'au bout. Et ils étaient en quelque sorte dans l'incapacité de pouvoir franchir ce pas parce qu'ils étaient en train de tenter de normaliser la relation avec l'Algérie, qui est autrement plus crispée et plus compliquée que celle qu'il y a avec le Maroc. Où le gaz, finalement, ne joue pas vraiment un rôle essentiel. Je crois que l'élément le plus essentiel lorsqu'on parle de la profondeur du Maroc sur les marchés africains, c'est que non seulement on a de la profondeur de marché, mais on a de la profondeur sectorielle. Lorsque vous faites une alliance avec un pays dont le tissu industriel et économique est basé sur les industries extractives, vous êtes dans une économie du XXe siècle. Lorsque vous faites le pari de reconstruire une alliance de nouvelle génération avec un pays comme le Maroc, vous êtes dans l'économie du XXIe siècle. Vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans le renouvelable, vous êtes dans le rail, vous êtes dans la mobilité. La réelle politique, on va dire, du président Macron, c'est de mettre en adéquation l'ambition de ces entreprises et de son tissu économique de venir s'arrimer au pays le plus stable sur le plan macroéconomique, institutionnel, et qui offre cette profondeur sur les 500 millions de consommateurs d'Afrique de l'Ouest, plutôt que de rester bloqué par une position historique au nom de contingences mémorielles. Et donc le souhait du président français, c'est d'aller de l'avant. Je pense que les Marocains l'accueillent avec plaisir, avec bonheur. Le premier d'entre nous, Sa Majesté le Roi, l'a exprimé lors de l'ouverture du Parlement, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de rare, et donc c'est quelque chose de précieux pour connaître la valeur que Sa Majesté le Roi accorde à cette évolution de la position française. Le timing aussi de cette reconnaissance française, qui a coïncidé avec le 25e anniversaire de la fête du trône, a également sa symbolique. Pour revenir à la question, comment la France pourrait accompagner le Maroc dans ses initiatives, notamment atlantiques, du gazoduc Nigeria-Maroc? Est-ce qu'on pourrait y voir aussi un partenariat nouveau qui soit tridimensionnel, cette fois, pas que bilatéral? Là encore, la géopolitique, elle ne s'impose pas uniquement au Maroc, elle s'impose à tous. La politique étrangère de la France en Afrique et en Afrique subsaharienne, que beaucoup ont appelé la France-Afrique, est à bout de souffle. Oui. Elle est à bout de souffle. On a annoncé sa mort plusieurs fois, mais là, les faits la matérialisent. Elle a perdu beaucoup d'influence. Quel est le pays avec lequel elle peut s'appuyer pour aller gagner plus de marchés, pour pouvoir considérer à la fois le Maroc, mais l'Afrique de l'Ouest de manière globale, non plus comme un client, mais comme le marché de demain? Il n'y a que le Maroc qui permet de faire ce pari-là. Et puis, vous avez parlé des symboles. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Il y a des choses qui relèvent aussi du tempérament du président français. C'est à la fois quelqu'un qui comprend bien l'économie, mais c'est aussi un littéraire. Il comprend l'histoire, il connaît la force des valeurs et la force des symboles. Il a voulu réparer ce que les Marocains ressentaient comme une injustice en transmettant cette lettre à Sa Majesté lors de l'événement le plus important pour nous en tant que communauté nationale, qui est le 25e anniversaire du règne du roi. Un quart de siècle pour réparer une injustice, ça me paraît être justement que justice.
que justice et justesse aussi. Vous avez évoqué un point très important et je vais en profiter pour adresser cette appréhension qu'ont beaucoup. Mehdi Tazi, vous représentez le secteur privé marocain et on parle du Maroc comme client de la France. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui pourraient, bon, effectivement les relations se remettent sur les rails, mais qui pourraient profiter et être d'un grand intérêt pour les deux pays, et pas que le Maroc qui finalement achète de la technologie française ou du savoir-faire français. On connaît bien sûr l'automobile, Renault étant aujourd'hui la locomotive de ce secteur à très grande valeur ajoutée pour notre pays, mais qu'en est-il de la suite, après notamment ce rapprochement? Non, je crois que le terme que vous utilisez est important, c'est que la manière dont on voit ce renouveau de la relation, c'est une relation qui est beaucoup plus équilibrée que la façon dont elle était perçue par le passé. Je pense que si on fait un retour 20 ou 25 ans en arrière, c'était une relation en effet de client à fournisseur, où nous étions le client. Et la manière dont on perçoit cette relation maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait de la co-construction, soit sur l'Afrique, soit sur l'Afrique subsaharienne, pour notre marché ou pour le marché français lui-même. Donc cette relation, on la perçoit de façon différente et les investissements marocains en Afrique viennent justifier en France, viennent justifier cette nouvelle perception de la relation. Quels sont les secteurs, dans les secteurs, il y en a... pour nos téléspectateurs, quels sont les secteurs où les Marocains investissent en France? Parce qu'on les connaît peu finalement. Si on prend les derniers investissements, on a eu un investissement récent dans la distribution en France. Il y a des entreprises marocaines installées dans l'agriculture ou l'agroalimentaire en France. Il y a des entreprises dans le secteur qu'on appelle communément l'offshoring, mais là encore en France. Il y a eu un investissement annoncé dans la pharma encore en France. Donc il y a des secteurs sur lesquels les entreprises marocaines ont cassé ce plafond de verre et vont investir en France, en Europe de façon générale, mais plus spécifiquement en France pour des raisons de proximité évidentes. Ensuite, quels sont les secteurs sur lesquels on a de la co-construction? Dans l'industrie, avec un paradigme fort qui est celui de la montée en gamme que nous exigeons, que nous voulons de notre côté pour créer de la valeur ajoutée locale. Donc l'industrie, c'est l'aéronautique avec des entreprises comme Safran, c'est l'automobile avec Renault, Peugeot, c'est le textile, c'est d'autres types d'industries. Nous pensons que dans le service, on a beaucoup mis en avant l'industrie, mais dans le service, on a beaucoup de choses à faire en commun, et pas qu'avec la France, mais très globalement. Pourquoi? Parce que le poids du service dans notre économie a vocation à grandir. Lorsqu'on fait nos benchmarks sur où nous devons être dans une vingtaine d'années, on se rend compte que le service est le secteur, sur les 4 secteurs principaux, disons l'agriculture, services, BTP et industrie, est le secteur qui est censé prendre le plus de place. Et c'est un peu le talon d'Achille aussi de notre économie. Pas le talon d'Achille, mais qui a besoin peut-être d'une redynamisation. Il a besoin d'attention. C'est aujourd'hui 48% de notre PIB. En Turquie, qui est un pays industriel, c'est plus de 60%. En France, qui est un pays qu'on connaît, c'est à peu près 80%. Mais grosso modo, dans les économies matures, c'est entre 75 et 80%. Donc le service va prendre de l'espace et bien évidemment, on pense que là, on a des opportunités aussi en commun. La tech, ce qu'on appelle communément la tech maintenant, et l'écosystème des startups et de la technologie, évidemment, doit prendre une place. Là, il y a quelques jours, nous étions à Paris, on a visité Station F, par exemple, et on a compris comment est-ce que l'écosystème des startups naissait, quel était le rôle de l'État, quel était le rôle des entreprises ou des véhicules de l'État qui accompagnaient cet écosystème pour qu'il grandisse. Bien évidemment, on a besoin de le booster chez nous pour que nos entreprises du futur prennent pied aujourd'hui et naissent dans notre économie aujourd'hui. Ça ne peut pas se faire qu'avec le secteur privé parce que le risque au départ est important. Et donc l'État a besoin aussi d'investir, d'intervenir pour que nous ayons une vraie naissance de ce secteur-là. Donc services, industrie à haute valeur ajoutée, tech, santé. Quand vous dites services, est-ce que la finance est partie intégrante de ces services? Oui, c'en est un. Vous êtes un professionnel justement de l'assurance. Oui. Est-ce qu'on pourrait envisager, surtout que, bon, pour ne pas parler du secteur bancaire, parce qu'on connaît la situation aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait envisager aussi de monter en gamme aussi dans l'offre marocaine avec
Sur la finance, c'est un peu spécifique parce que c'est une lecture qui m'est propre. Je pense que les régulations ou le renforcement des régulations en Europe notamment pousse certaines entreprises à voir ailleurs. Et donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de sorties dans ce secteur qui ont profité à des opérateurs locaux et tant mieux pour nous. Mais donc je ne le vois pas comme les secteurs principaux sur lesquels on peut faire des choses, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Mais pas qu'avec la France. Abdel Malek Alaoui, vous avez parlé tout à l'heure de géopolitique. Il y a la concurrence qui est très rude, notamment sur des secteurs à très forte valeur ajoutée et qui sont très demandés, notamment le verre, les batteries. On le voit aujourd'hui, le Maroc attise l'appétit de grands industriels, notamment chinois et autres. Où se positionne la France sur ce segment-là, selon vous? Alors, la France, elle est face à un paradoxe. C'est que ses coûts de production, et notamment des produits finaux qu'elle produit en utilisant ses brevets, sa recherche, sont extrêmement chers, parce qu'elle a un coût du travail qui coûte très très cher. Les Français mettent en avant évidemment la qualité, la durabilité, mais lorsqu'on fait un examen uniquement basé sur le coût, il n'y a pas photo, les produits français sont très souvent beaucoup plus chers. Vous prenez un objet technologique complexe qu'est un train à grande vitesse, vous faites une simple recherche sur Internet, vous vous rendez compte que le train à grande vitesse chinois, il coûte moins cher. Donc là où ils peuvent faire la différence, c'est sur le taux d'intégration. Parce qu'en réalité, la véritable clé de répartition dans cette discussion bilatérale entre nos deux marchés, elle est basée sur la conférence des arrière-pensées qu'on n'a jamais avec nos partenaires. C'est de dire, comment est-ce que vous voulez d'un côté qu'on devienne un marché à taille, si vous organisez la fuite des cerveaux, si vous prenez 50% de nos ingénieurs... J'allais y venir, sur la formation... Et que, en parallèle, vous empêchiez un médecin qui veut emmener ses gamins à Euro Disney d'avoir un visa. Donc les Marocains, ils vivent ça parfois de manière extrêmement injuste. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État d'empêcher la fuite des cerveaux? L'État marocain et français, hein, je dis État avec mais c'est il y a certains pays comme le... Il y a une responsabilité de l'État français là-dedans, Abdel Malek Alaoui. Écoutez, un ingénieur, ça coûte entre 700 000 à 1 million de dirhams à l'État à former. Oui. Si un État étranger vient le recruter au sortir de l'école et lui donne des conditions pour créer un effet d'éviction au sein du marché marocain, le Maroc serait en droit de demander réparation ou demander une taxe. Mais je termine juste le raisonnement. Si vous voulez aujourd'hui, pour les industries françaises de haute technologie, être compétitifs, il n'y a pas d'échappatoire, il faut qu'ils investissent localement. Il faut qu'ils aient des bases industrielles best cost au Maroc pour pouvoir bénéficier de notre montée en gamme. Et il faut qu'on co-construise. Si vous prenez l'exemple spécifique du rail, il y a peut-être quelque chose à faire dans toute l'Afrique de l'Ouest en ayant un rail et un train spécifique à l'Afrique de l'Ouest, tropicalisé, qui coûte peut-être moins cher au niveau des rames et au niveau de l'entretien. Et c'est à partir du Maroc qu'il y a la possibilité de construire cette base. Mais sur le reste, vous savez, il y a quelque chose dont les gens s'offusquent parfois, qui s'appelle la loi du marché. Le Maroc, il est dans le marché, il y a de nouveaux entrants, il y a des nouveaux entrants chinois, il y a des nouveaux entrants asiatiques, il y a de nouveaux entrants espagnols maintenant qui font la concurrence à la France sur ces segments-là. Mais toute la dynamique Go Green dans laquelle la France veut s'insérer, c'est aussi parce qu'elle a une histoire et un patrimoine à faire valoir là-dessus et qu'elle va amener avec les financements qui sont nécessaires pour pouvoir le faire. Lorsque vous levez la barrière psychologique de pouvoir avoir des financements bonifiés et des financements qui arrivent d'institutions qui sont portées par l'État français pour permettre aux entreprises françaises de pouvoir travailler dans le sud marocain, et bien à ce moment-là... Vous faites référence à l'AFD, à l'Agence française de développement? Je fais référence à l'AFD, je fais référence à Proparco, je fais référence aussi aux banques françaises qui, demain, peuvent financer des projets qui sont à taille et qui sont rentables pour eux. Avant, ce n'était pas le cas parce qu'ils estimaient que le coût du risque était beaucoup trop important et donc les taux avec lesquels ils arrivaient à la sortie n'étaient pas significatifs ni suffisamment attrayants pour pouvoir faire ce genre d'investissement. Mais aujourd'hui, écoutez, nous on se base sur des choses simples et comme vous l'avez dit, sur la déclaration de Sa Majesté. Sa Majesté a dit qu'il appréhende l'environnement extérieur du Maroc à l'aune de la position sur le Sahara. Cet élément-là a été pacifié, la France devra se battre face à ses compétiteurs dans des règles de concurrence tout à fait normales. Je ne pense pas qu'il y ait un bonus qui lui sera donné. Je pense que le Maroc, au contraire, est très attentif à la tenue de ses finances publiques et à l'argent disponible pour les grands projets et qu'il négociera
pied à pied, au centime près, chaque projet pour s'assurer que chacun de ces projets est juste et efficient et que le retour est fait en faveur de la population marocaine. Et là, on sent qu'il y a un rééquilibrage dans cette approche de partenariat équilibré, d'égal à égal, à intérêt commun. Ça crée des frottements, c'est normal. Lorsqu'on explique à un pays qui a eu plus de facilité d'accès à un certain nombre de grands marchés stratégiques, que ce soit dans la défense, mais aussi dans l'énergie, ou que ce soit dans la mobilité, lorsqu'on lui dit les règles du jeu désormais, elles ont changé, on veut que ce soit sur des bases saines et des bases équilibrées, et on veut, pour vous protéger, pour protéger votre futur, on veut construire une très grande base industrielle qui va se déployer dans toute l'Afrique. Donc il faut que vous nous considériez comme un partenaire et non plus comme un client, parce que vous allez gagner plus d'argent in fine. Ce message-là a mis du temps à infuser, parce que quand on est sur une position, pas de rente, mais une position plutôt confortable, ça devient difficile. Vous savez, la seule position confortable, c'est la position assise. La relation entre le Maroc et la France, désormais, elle est en mouvement. Et c'est ce qui sera bénéfique pour les deux partenaires. Mehdi Tiazi, bien sûr, c'est cette question qui peut quand même faire grincer des dents beaucoup de Marocains, c'est la question des talents, de la formation, et ces talents qui finalement choisissent la France et qui sont formés, et que ça a été rappelé à très très juste titre par Abdelmalek Alaoui, ils sont formés par l'État marocain, par l'argent du contribuable marocain, et ils profitent aux entreprises françaises. C'est une question que nous avons traitée sur ce même plateau lors de précédentes émissions, et elle persiste. C'est une problématique qui est toujours là. C'est votre rôle en tant que secteur privé de garder aussi les cerveaux marocains au Maroc? Écoutez, évidemment qu'on ne peut pas être content de voir des talents partir. Et je crois que la façon dont je le vois, c'est que l'évolution de ces départs est moins importante qu'elle ne l'était. On voit de plus en plus de jeunes revenir, on voit de plus en plus de jeunes ne pas partir, mais profiter d'opportunités offertes par des entreprises dans le conseil en stratégie, dans l'ingénierie, de grands groupes industriels marocains ou non marocains qui offrent des jobs de qualité ici. Et on voit des gens partir après carrière, quand ils ont été patrons de grands groupes ici, grands groupes étrangers opérant ici par exemple, repartir occuper des positions mondiales au sein des mêmes groupes. Donc je pense que la dynamique a changé partiellement et est en train de changer encore davantage. On ne pourra pas empêcher des gens de partir. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit systématique et que ça ne se fasse pas dans les deux sens. Si vous voulez, le nerf de la guerre aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ce concept de souveraineté. Et à l'ère de cette mondialisation qu'on croyait essoufflée, or que non, on le remarque aussi rien que par ce mouvement des cerveaux, est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, que ce terme de souveraineté est aujourd'hui plus que jamais remis en question et est amené à être redéfini? Abdelmalek Alaoui, pour clore le débat. Souveraineté, dans quel domaine? Parce qu'il y a là aussi l'usage de beaucoup de mots et de beaucoup de concepts, exact. Mais la souveraineté numérique, que vous soyez la France ou que vous soyez le Maroc ou que vous soyez le Nicaragua, vous ne pourrez jamais y arriver puisque de toutes les manières, les microprocesseurs, ils sont faits à Taïwan. Donc à moins de pouvoir investir 16 à 20 milliards d'euros et d'attendre 48 mois avant de monter un business qui ne soit pas rentable, vous n'avez pas votre souveraineté numérique. En revanche, il y a des secteurs qui sont absolument essentiels et vitaux et existentiels pour une nation, parce que vous pouvez vivre sans Internet, mais vous ne pouvez pas vivre sans eau. Donc les questions de souveraineté maintenant, elles sont en train de se déplacer sur notre héritage d'être plutôt que notre héritage d'avoir. Est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir fournir les services essentiels à toutes les populations? Est-ce qu'on va pouvoir leur donner de l'électricité? Est-ce qu'on va pouvoir leur donner de l'eau? Est-ce qu'on va pouvoir leur donner la sécurité alimentaire? Et est-ce qu'on va pouvoir remplir cette fameuse pyramide de Maslow? C'est l'un des paris du Maroc. Sur ces éléments de souveraineté essentiels, je rappelle qu'il y a un programme de stations de désalinisation extrêmement important pour parer au stress hydrique. Le Maroc est en train de dire on ne peut plus être en face de l'aléa climatique. Le Maroc ne le fait pas aujourd'hui sur sa souveraineté numérique. Il ne le fait pas sur sa souveraineté en médicaments, par exemple. On est encore dépendant d'un certain nombre d'importations. Mais je voudrais l'illustrer d'une manière extrêmement simple. C'est que Mehdi Tiazi, il a raison. Il a tout à fait raison quand il dit qu'il y a de plus en plus de talents qui décident de revenir au Maroc. C'est les fameux néopathes, ils investissent, mais ils sont souvent dans les zones urbaines.
dans les zones riches où il y a plus d'opportunités, où il y a plus de capital. C'est moins vrai dans les zones plus rurales et dans le Maroc un peu plus excentré. Mais là où il y a un véritable trou noir, c'est dans la tech. Parce que la tech pose un vrai problème, peut-être, parce que nous avons un ancrage trop francophone. Je veux bien qu'on parle de la station F, mais même la France, elle galère pour faire fonctionner ses incubateurs et pour créer des startups. Il ne faudrait pas qu'on les copie, il faut qu'on trouve un chemin marocain. Un mot de la fin, Mehdi Tazi, justement sur ce modèle marocain dans le cadre d'un partenariat renouvelé entre les deux pays, entre Rabat et Paris. Pour rajouter à ce que disait mon ami Abdelmalek Alaoui, je crois que la souveraineté peut se définir sous plusieurs aspects. L'un des aspects que je voudrais rajouter, c'est que la diversification des partenaires est une forme de souveraineté. Ce qui s'est passé par exemple pendant le Covid en Europe, c'est qu'ils se sont rendus compte que sur certains médicaments, ils dépendaient exclusivement d'un pays, et là c'est un problème. Et donc là, ça nous a donné une opportunité, c'est que la diversification des partenaires permet d'assurer une forme de souveraineté par l'augmentation du choix. Merci beaucoup, Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Mes remerciements aussi renouvelés à Abdelmalek Alaoui, président de l'IMIS. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Très bonne suite des programmes.